donc ça c'est CF, c'est la courbe de F, sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. D'accord? Vous voyez bien que la courbe elle est au-dessus de l'axe des x, ça veut dire que notre fonction est positive. Alors la deuxième remarque, c'est qu'il y a une droite qui est tracée ici en vert, elle passe par les points B et C. Les points B et C sont donnés, se sont donnés. Alors le point B, il est de coordonnées 2 et 1 demi plus ln2. Le point C, de coordonnées 0, ln2, c'est 0,67, il est là à peu près. Alors vous voyez bien que j'ai divisé les unités en 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4. Donc il y a une faute ici. Non, 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste le 1, il est là. Voilà. Bien. D'accord. Ça, c'est l'axe, bien sûr, des Y. OI, on l'appelle OJ. Ça, c'est l'axe OJ. Ça, c'est l'axe OI. Bien. Alors, par une lecture graphique, la première question, par une lecture graphique, détermine f de 2. Alors, f de 2, c'est quoi? Voilà 2. On monte jusqu'à la courbe, puis ce point, on fait une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Donc, l'image de 2, donc f de 2. Alors, le point, je vais dire le point B. Le point B a pour coordonnées quoi? 2 et f de 2. D'accord? Et B, quelles sont ses coordonnées? Ce sont 2, voilà le point B, 2 et, alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'unité divisée par 5, c'est 1 sur 5, c'est 0,2. Donc ici, c'est 1,2. Donc c'est 1,2. Donc en lisant, on doit le lire graphiquement. Donc puisqu'il s'agit du même point, la même abscisse et la même ordonnée. Donc f de 2 est égal à quoi? 1,2. Voilà. Elle est claire ici. Voilà 2. F de 2, on monte jusqu'à la courbe. Et là. Bien. F de 1. Voilà 1. F de 1. Alors, le point A d'abscisse 1 et F de 1. Et le point A a pour coordonnées quoi? 1, 1. Comme ça. Donc, f de 1 est égal à 1. Donc il ne faut pas, alors c'est vrai, ils ont dit par lecture graphique, mais par lecture graphique, il y a une petite démonstration comme ça. Il ne faut pas dire, il faut pas, alors il y a des erreurs de parallaxe. Alors il y a des élèves qui font des erreurs en regardant, mais la démonstration, en faisant une petite démonstration, on ne fait pas de faute. Bien. Alors là, c'est f de 2, voilà f de 2, f de 1. Maintenant, f' de 1. f' de 1. Donc, la lecture de f de 2, maintenant, je pense que vous l'avez compris. La lecture de f de 1, c'est 1. Alors, les ordonnées, on les lit sur l'axe des ordonnées. F de x, ça c'est, on lit f de x ici. Et les x, on les lit ici. Bien. Mais f', c'est quoi? Comment on le lit? F', on ne le lit pas en faisant des projections sur la courbe, comme j'ai fait pour f de 1 et f de 2. Alors, j'ai dit la dernière séance qu'on ne peut interpréter une dérivée qu'avec une tangente. Donc, si on veut trouver f' de 1, on vient au point d'abscisse 1, le voilà. F de 1, c'est 1. Qu'est-ce qui se passe au point 1, 1? Qui est le point, je pense, A. C'est le point A, ici. Alors, il y a une tangente horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée est nulle. F' de 1 est égal à 0. Pourquoi? Il faut justifier, hein? Car au point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, je peux même écrire f de 1 de la courbe, ou la courbe CF présente ou admet une tangente horizontale. D'accord? Là où il y a une tangente horizontale, la dérivée est nulle.
Au point x0, bien sûr. Toute droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, on dit qu'elle est horizontale. D'accord? Toute droite qui est parallèle comme ça, est parallèle comme ça à l'axe des abscisses, comme ça. N'importe quelle droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, son coefficient directeur est nul. D'ailleurs, il peut s'écrire y égale 1, y égale 2, y égale 3. Ce sont des droites parallèles à l'axe des abscisses. Alors, comme vous savez, d'habitude, une équation de la droite s'écrit sous la forme y égale ax plus b. D'accord? Sous la forme réduite. Donc, si A est différent de 0, par exemple, y égale 2x plus 3, 2x plus 1, x plus 1, alors cette droite, elle est oblique, elle est comme ça. Ça dépend de A. Si A est positif, elle est comme ça. Si A est négatif, elle est comme ça. Mais si A est égal à 0, Y est égal à B. Y est égal à B, c'est-à-dire qu'elle est horizontale, elle est comme ça. Donc son coefficient directeur est nul. Le coefficient directeur, c'est le coefficient de x. Et le coefficient directeur d'une tangente, alors là, BC, c'est une tangente, il est signé avec les données. BC, c'est une tangente à la courbe. Donc le coefficient directeur de la tangente, c'est quoi? Ce A-là. Si cette droite, c'est une tangente, c'est f' d'un certain point x0. D'accord? Donc, conclusion, le coefficient directeur de la tangente, c'est f' de x0. C'est la dérivée de la fonction en ce point. Voilà. Donc, je reviens ici. Puisque f' de 1 est égal à 0, ça veut dire que y il est sous la forme y égale b, ça veut dire qu'il est horizontal. Et vice-versa. Si la tangente horizontale, comme ça veut dire que le coefficient directeur il est nul, ça veut dire que f' de x0 est nul. Ici, x0 est égal à 1. Donc, ce que vous devez retenir, ce qu'on retient, c'est que si on a, alors facilement, on retient facilement, sans compliquer les choses, si on a une tangente horizontale, f' de x0 est égal à 0. Là où la dérivée s'annule, il y a une tangente horizontale pour la courbe, bien sûr, de cette fonction. Bien. Alors, la question suivante, f' de 2. Alors, f' de 2 égale à quoi? Alors là, pour calculer f' de 2, on a recours au coefficient directeur de la tangente. Alors, vous voyez bien que f' de 2, il est là. f de 2, c'est 1,2. C'est-à-dire, on part de la tangente au point B. Parce que le point B, il a pour abscisse 2, et pour donner f de 2. Ici, la tangente qui est tracée en vert, elle est oblique. Elle est oblique, donc il est de la forme donc BC, c'est la tangente qui est BC. BC est une tangente à la courbe C. D'accord? Bien. Donc, puisqu'il est tangente, donc son équation s'écrit sous cette forme. Y égale ax plus b. D'accord? Il est oblique. A est différent de 0, bien sûr. A est différent de 0. Ce A, c'est quoi? A est égal à f' de 2, qui est le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est... On peut le lire de deux façons. C'est le coefficient de x dans cette écriture, et en même temps, c'est f' de x0. Et on va les comparer. Bien. Donc, la question maintenant qui se pose, comment on trouve le coefficient directeur de cette droite BC? Alors, cette petite technique, vous l'avez étudiée en 4e AS. Donc, normalement, alors un petit rappel. Alors, si un point passe par, si une droite passe par les deux points B et C, qu'on appelle droite BC, alors son coefficient directeur A, c'est quoi? C'est YC moins YB sur XC moins XB. Voilà. Donc, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc, B, c'est quoi?
et C, ils ont des coordonnées, bien sûr. Donc, ils sont dans la quatrième ligne. Donc, A, B, C, 2, 1 demi, plus Ln 2. Et C, c'est 0, Ln 2. 0, Ln 2. D'accord? Bien. Alors. Donc, la différence des ordonnées. Donc, A, qui est le coefficient directeur, est égal à Ln 2 moins 1 demi moins Ln 2. Alors, Ln 2 moins 1 demi Ln 2 sur 0 moins 2. 0 moins 2. Donc, Ln 2 avec Ln 2, ça doit être moins 1 demi sur moins 1 demi, c'est 1 sur 4. Donc, cette droite, donc le coefficient directeur de la droite BC est quoi? Est 1 sur 4. D'une part, d'autre part, f' de 2, est le coefficient directeur de BC. Pourquoi? Parce qu'il est tangente. Tangente AC. Bien sûr, au point B. D'accord? Donc, cette droite BC, il a un coefficient directeur qui est un quart calculé directement. Et comme c'est une tangente, son coefficient directeur doit être égal à quoi? À f' de 2. Bien sûr, en comparant, donc, f' de 2 est égal à 1 sur 4. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le coefficient directeur d'une droite, c'est la dérivée de la fonction en point x0, qui est ici 2, si cette droite est une tangente. Hein. Si ce n'est pas une tangente, on ne peut pas dire ça. Cette conclusion, elle est vraie uniquement pour les tangentes. Bien. Alors, bien, on passe maintenant à la limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x. Bien. Alors, d'après les données, il y a des données ici. L'axe, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la sixième ligne, CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique. Au voisinage de plus l'infini, CF admet une branche parabolique. Voilà la branche parabolique. Vous la voyez? Celle-ci. Alors, cette branche parabolique, à votre avis, elle est dirigée vers... Alors, vers quoi? Est-ce qu'elle est dirigée vers l'axe des abscisses? Est-ce qu'elle est dirigée vers l'axe des ordonnées? Est-ce qu'elle est dirigée vers la droite d'équation y égale à x? Donc, normalement, vous devez apprendre les trois types de branches paraboliques que vous avez dans le programme. Vous avez 6 branches infinies. 3 asymptotes, une verticale, une horizontale et une oblique. Et 3 branches paraboliques. Une dirigée vers l'axe des abscisses, l'autre dirigée vers l'axe des y, et l'autre dirigée vers la droite d'équation y égale à x, comme ça. Et comme vous savez, la droite d'équation y égale à x, elle passe par l'origine, par O. D'accord? A fortiori, elle passe par O. Donc, y égale à x. C'est une fonction linéaire. Donc, f de 0, c'est 0. Toujours, elle passe par O. Donc puisqu'il n'est pas tracé, ça veut dire que notre fonction, notre courbe n'admet pas une branche parabolique direction y égale à x. Donc ici, on voit l'allure de la courbe. L'allure de la courbe, il est vers quoi? Alors vous voyez bien qu'il est dirigé vers l'axe des abscisses. D'accord? Et quand est-ce qu'une branche parabolique est dirigée vers l'axe des abscisses? Lorsque la limite de f de x sur x
en plus l'infini dans ce cas, puisque on est dans l'intervalle 0 plus l'infini, ça doit être quoi? 0. Car, la justification, car CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de OI, et l'axe des abscisses. Vous voyez bien qu'il est dirigé vers l'axe des abscisses. D'accord? Comme ça. Voilà l'axe des abscisses, il est dirigé comme ça. Et non pas comme ça vers l'axe des Y. Alors si c'était comme ça, dirigé comme ça, on va dire la limite de f de x sur x est égale à plus l'infini. D'accord? S'il y avait une droite qui passe par O comme ça, et ce bout de la courbe il est parallèle à cette droite, on va dire que la limite de f de x sur x est égale au coefficient directeur de cette droite. Voilà. Je pense que j'ai bien éclairci les choses. Alors si vous avez des questions, je suis toujours prêt 24 sur 24. Hein. Vous révisez cette leçon et je suis prêt à répondre aux questions. D'accord? Bien. Donc en résumé, les images des réels, les images des réels qui se trouvent sur l'axe des x, on les lit directement en faisant une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Mais les f' de 1 et f' de 2, on doit consulter quoi? Consulter les tangentes. Bien. Dresser le tableau de variation, donc ça c'était la question petit a, question petit b. Le tableau de variation à partir de la courbe. On va faire l'inverse. Ici, ils ont demandé le tableau de variation. Donc ici, on ne va pas écrire f', on va écrire directement f. Donc les choses sur lesquelles on va insister sur le tableau de variation, donc vous voyez bien qu'on peut écrire un tableau de variation sans la dérivée, hein, sans signe de la dérivée, parce qu'on ne connaît pas ici la dérivée, on ne connaît pas son signe. Alors d'ailleurs, un tableau de variation, on peut l'écrire sans, on peut le dresser sans dérivée. C'est le tableau de variation de la fonction. Alors le signe de la dérivée, ça va nous aider uniquement à déterminer les variations. Donc la première des choses, c'est le domaine de définition, c'est 0 plus infini. Comme ça. Et vous devez faire les deux traits ici, parce que le domaine de définition, c'est quoi? C'est 0 plus infini ouvert. Hein? Bien. Les points essentiels. La dérivée s'annule en 1. Pourquoi? Parce qu'il y a une tangente horizontale. Donc le point A1 ici est important. Donc vous voyez bien qu'il faut signaler la dérivée, puisqu'il a la dérivée s'annule. Donc ici on est obligé de la signaler. Voilà, on va ajouter f de x. Donc la dérivée s'annule ici. Alors je répète. Là où la dérivée s'annule en 1, il y a une tangente horizontale. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Plus ou moins. Alors, vous voyez bien, la courbe ici, elle est descendante. On commence toujours par la gauche. Et on suit la courbe. On descend sur l'intervalle 0,1. On descend, puis on va monter. Alors, lorsque la courbe descend, ça veut dire que notre fonction est décroissante. Ça veut dire que la dérivée est négative. Et ici, sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe monte. Elle est montante, donc la dérivée est positive. C'est-à-dire que notre fonction ici, elle est décroissante, et là, elle est croissante. Et f de 1, c'est 1. Alors, le tableau de variation n'est pas encore complet, il nous reste les limites. La limite correspond vers 0 plus, voilà 0 plus ici. Vous voyez bien le bout de la courbe, il s'approche de quoi? De la droite d'équation, x égale 0, c'est-à-dire OI, OJ. Donc, la limite, c'est plus l'infini ici. C'est une asymptote verticale, d'ailleurs, elle est signalée dans les données. Bien. La limite en plus l'infini, puisqu'il y a une branche parabolique, ça veut dire que la limite, c'est plus l'infini. Voilà. D'ailleurs, vous voyez ici la courbe, vous faites des projections ici sur l'axe des ordonnées, vous voyez bien que f de x, ça devient de plus en plus grande. Voilà. On a vu que la fonction f, donc voilà, ils nous ont donné ici l'expression de la fonction, c'est 1 sur x plus ln de x. Et un nombre réel alpha qui est supérieur ou égal, supérieur strictement à 1. On désigne par a alpha la mesure de l'aire
de la partie du plan limitée par C, l'axe des abscisses et la droite d'équation x égale 1 et x égale alpha. Donc on peut la déterminer. X égale 1, voilà x égale 1. X égale 1, c'est une droite qui est verticale. Et puisque alpha est plus grand que 1, bien sûr, il va se trouver quelque part ici. Voilà alpha, ou ici. Donc, voilà la droite d'équation y égale alpha, c'est comme ça. Et celle-ci. D'accord? Bien. Donc, on veut calculer l'aire de la partie du plan délimitée par l'axe de la droite d'équation x égale 1, la voilà. X égale alpha, la voilà. La courbe et l'axe des abscisses. Donc voilà l'axe des abscisses. Voilà la première droite, la deuxième droite et la courbe. Donc il s'agit de cette partie qui est assurée jusqu'à la courbe. D'accord? Voilà. Donc vous voyez bien que c'est une partie du plan qui n'est même pas, ce n'est pas un rectangle, ce n'est pas un triangle. Donc comment on va calculer l'aire? L'aire c'est A alpha. Donc petit a, comme f ici, on a f de x qui est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 alpha. Pourquoi? Pourquoi f est positif? Car la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc on va l'éclaircir ici, car CF est au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe OI. D'accord? Bien. Donc, puisque f est positif, donc A alpha, c'est l'intégrale de 1 à alpha de f de x d de x. Donc, l'aire, c'est l'intégrale de A à B. Donc, bien sûr, ici, alpha est plus grand que 1. Il faut que A soit plus petit que B. Ici, je n'ai pas écrit la valeur absolue puisque f est positive. Alors d'habitude, si on ne connaît pas ces données, si on n'a pas ces données, on va écrire la valeur absolue. La valeur absolue, puis, un certain temps, il faut étudier le signe de f de x. Donc ça doit être l'intégrale de 1 à alpha. F de x, elle est donnée ici, c'est 1 sur x plus ln de x d de x. Voilà. Donc, puisque l'intégrale, il est linéaire, donc on va dire c'est l'intégrale de 1 à alpha 1 sur x d de x, plus l'intégrale de 1 à alpha ln de x fois d de x. Alors celle-ci, c'est très simple. On va utiliser l'intégration en utilisant la technique de fonction primitive. Une fonction primitive de 1 sur x, c'est quoi? C'est ln de x. Donc ça doit être ln de x pris entre 1 et alpha, plus l'intégrale de 1 à alpha, ln de x, d de x. Alors, ln de x, il n'a pas de primitive. Ce n'est pas parmi les primitives usuelles. Alors, les élèves, ils apprennent une primitive, c'est x ln x moins x, mais ici, vous devez faire une intégration par partie. Bien. Donc, ln de alpha, c'est ln de alpha moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Plus. Donc ici, on doit procéder à la technique d'intégration par partie. Alors, on va l'appeler ici I, et on va la calculer. Alors, rappel. La formule d'intégration par partie, c'est quoi? Alors, c'est l'intégrale de A à B. Il y a un produit, hein? U' de x fois b de x, elle est égale à quoi? Crochet moins intégrale. Donc ici on va écrire u de x fois b de x, pris entre a et b. Et ici l'intégrale de a à b de u de x fois v' de x, d de x. D'accord? Voilà notre formule d'intégration par partie que vous devez apprendre. Donc,
il s'agit d'appliquer cette formule à cette intégrale. Donc il y a le problème qui revient, le problème classique de choix. Laquelle c'est V, laquelle c'est U'. Donc cette intégrale. Alors vous vous rappelez bien le truc ALPES, qui nous donne le choix de U', U' de X, celui-là. Alors c'est quoi cet ALPES? S, ça désigne les fonctions trigonométriques, c'est-à-dire le sinus ou le cosinus. E, c'est la fonction exponentielle. P, c'est une fonction polynôme. Et L, c'est le logarithme. A, normalement, elle est réservée à l'arctangente, mais l'arctangente, il est enlevé de votre programme. D'accord? Alors, on laisse le As uniquement pour le côté musical du mot. Bien. Alors comment on va utiliser ce sigle? Alors, ici, c'est ln, mais normalement, ln, c'est ln fois 1. C'est 1 fois ln x. D'accord? Donc, c'est un polynôme. Le 1, on peut le considérer comme un polynôme de degré 0. Donc, il y a un polynôme fois ln. Voilà. Donc, on est ici. On est ici. Polynôme fois ln. D'accord? Donc, si on suit cette flèche, qui vient le premier? Le polynôme, c'est le premier. Donc, le premier prend la valeur de U'. Donc, U', c'est quoi? C'est le polynôme. Le polynôme ici, c'est 1. Et U de x c'est quoi? U de x, c'est une primitive de 1. Une primitive de 1, c'est x. Pourquoi? Parce que la dérivée de x, c'est 1. Et puis, V de x qui est celle-ci, c'est quoi? C'est ln de x. Donc, V', on va utiliser encore. V', c'est la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Bien, donc l'intégrale i, et moyennant cette formule, on va passer directement au crochet. Voilà. C'est U fois V, comme ça. Alors si vous prenez ce dessin, alors vous allez faire comme ça. Et comme ça. Donc c'est U fois V, donc c'est X ln X, moins U fois V', U fois V'. Donc c'est X fois 1 sur X, c'est 1. C'est 1. Non. X, U fois V', c'est ça. X ln X moins, et pris entre 1 et alpha. D'accord? Normalement, c'est X ln X moins X. Il y a un X qui m'a échappé, oui, c'est bien. Non, donc ici, c'est une intégrale. Hein? Là, c'est une intégrale. Vous voyez, il y a une faute que j'ai senti qu'il y a une faute. Donc c'est 1 et alpha. Donc ça c'est UV. Oui, UV qui est entre crochets moins l'intégrale de 1 à alpha. Et de A à B, de 1 à alpha, de U fois V'. U fois V', donc c'est X fois 1 sur X, c'est 1. D de X. D'accord? Alors ça doit être, en remplaçant par alpha, c'est alpha ln de alpha, moins ln de 1 c'est 0. 0 fois 1 c'est 0, donc il n'y a rien à écrire ici. Moins, ici, alors je vous ai dit la dernière fois que l'intégrale de a à b de k, c'est k facteur de b moins a. Donc c'est 1 facteur de 1 moins alpha. Donc ici c'est alpha moins a. De 1 fois alpha moins a, pardon. Donc ça doit être alpha ln alpha moins alpha plus 1. Mais il faut ajouter celui-là. Donc, A de alpha, alors ça ce n'est que I, celui-là. Donc il faut ajouter alpha. Donc A de alpha égale ln de alpha, celui-là, plus le I. Le I c'est celui-là, c'est plus alpha ln de alpha moins alpha plus 1. D'accord? Oui, c'est juste. Donc ça c'est A de alpha. Quand même, l'air ici, en fonction de alpha. Alors, ce genre d'exercice, il est classique. Il vous demande la limite, etc. Mais ici, je pense qu'il n'est pas demandé. Bien.
déterminer alpha pour que A alpha égale 2. Donc B, A de alpha est égal à 2. Donc A de alpha est égal à 2, c'est-à-dire quoi? Voilà A de alpha, c'est ln de alpha plus alpha ln de alpha moins alpha plus 1 est égal à 2. D'accord? C'est-à-dire, on résout une équation. Donc on va transporter le 2 ici, ça nous donne ln de alpha plus alpha ln de alpha moins 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Alors c'est une équation bizarre, mais ça se résout. On va factoriser ici par ln de alpha. Donc ln de alpha facteur de 1 plus alpha. D'accord? Ln de alpha facteur ici c'est 1. On divise par ln de alpha c'est 1. On divise par ln de alpha c'est alpha. Moins, ici on factorise par moins 1, ça donne alpha plus 1. Alors vous voyez bien qu'il y a un facteur commun ici. Ça doit être 1 plus alpha facteur de ln de alpha moins 1. D'accord? Ça veut dire que 1 plus alpha est égal à 0 ou ln de alpha moins 1 est égal à 0. Ça nous donne alpha égale moins 1 ou ln de alpha est égal à 1. Bien sûr, puisque alpha, souvenez-vous bien que alpha il est plus grand que 1, donc il ne peut pas prendre la valeur moins 1. Donc cette solution est à rejeter. Puisque c'est une proposition qui est fausse, donc on va l'éliminer. Donc il nous reste ln de alpha égale 1. Et 1 c'est quoi? C'est ln de E. Donc ça veut dire que alpha est égal à E. Voilà notre alpha. Donc c'est un calcul simple, inhabituel, mais il est à votre niveau, vous devez le faire. Alors répétez cet exercice. Bien. La troisième question. La troisième question. Une nouvelle fonction, g de x, qui est égale à quoi? À f de x moins x. X appartient à l'intervalle 0 plus infini. Montrez que limite de f en plus l'infini, limite de g en plus l'infini, est égale à moins l'infini. Voilà. Alors bien sûr, g c'est une nouvelle fonction qui est égale à f de x moins x. Bien. Alors alors ça c'est la question petit a. Alors c'est quoi g de x? G de x elle est égale à quoi? À f de x moins x. Et f de x c'est 1 sur x plus ln de x moins x. La limite en plus infini, la limite de 1 sur x, c'est une limite usuelle, c'est 0. La limite de ln de x, c'est plus l'infini. Donc les limites de ln, ils sont au nombre de 8. Et la limite de x, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc là, il y a un problème. Donc il faut changer la forme de la fonction. Là, je veux rappeler les limites usuelles de la fonction logarithme nepérienne. Elles sont au nombre de 8. Alors la première, 1, la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. D'accord? Deuxièmement, la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. D'accord? Troisième limite, la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Alors la quatrième limite, limite de ln de x sur x absence n en plus l'infini est égal à 0. N appartient à n étoile. Cinquièmement, limite
x ln x en 0 plus est égal à 0 moins. Alors, sixièmement, limite de x absence n ln de x en 0 plus est égal aussi à 0 moins. Donc n appartient à n étoile. D'accord? Il nous reste deux limites. Voilà. Alors la septième limite, limite de ln de 1 plus x, de tout sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. La huitième limite, limite de ln de x sur x moins 1, x tend vers 1 est égal à 1. Voilà les 8 limites essentielles ou usuelles pour la fonction logarithme nepérien. Vous êtes obligé de les apprendre et même de les utiliser. D'accord? Bien. Donc on revient à notre limite, la limite de g. Limite de g en plus l'infini. On a dit c'est plus l'infini, moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Ça ne se calcule pas directement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la forme. On dit une forme indéterminée. Ça veut dire que cette forme sur laquelle il est écrite notre fonction g ne nous permet pas de déterminer cette limite. Il faut changer la forme. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors la première idée qui vient à la tête, c'est la factorisation. Donc limite de g en plus l'infini est égale à limite. Alors on va factoriser par quoi? Par x. On factorise par x. Alors lorsqu'on divise 1 sur x par x, ça donne 1 sur x au carré. Lorsqu'on divise ln x par x, ça donne ln x sur x. Ici, c'est moins 1. Voilà. Alors Dieu merci. Alors en faisant cette factorisation, on a trouvé des limites usuelles. Alors celle-ci, c'est une limite usuelle. Et celle-ci, c'est une limite usuelle. La limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur x au carré, c'est 0. Ici, c'est 0. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est une limite usuelle. Donc voilà, celle-ci, c'est 0. 0 plus 0, moins 1, c'est moins 1. Avec moins plus l'infini, ça donne moins l'infini. Et d'ailleurs, c'est la limite demandée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est moins l'infini, car limite. Attention, justification. Il faut justifier, sinon vous allez perdre beaucoup de notes. Hein. Voilà la première limite usuelle, virgule, la limite de 1 sur x au carré en plus l'infini est égale à 0. La limite, voilà ce qu'attendent les correcteurs, l'utilisation des limites usuelles, c'est 0. Et la limite des parenthèses, la parenthèse c'est 1 sur x au carré moins plus ln x sur x moins 1 est égal à moins 1 en plus l'infini. Donc moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini, donc il est bien justifié. Voilà. Alors ça c'était la question petit a. Question petit b, montrer que g est une bijection. Une bijection, c'est-à-dire admet une fonction réciproque. Je l'ai signalé dans la fin de l'épreuve. Or, premièrement, la continuité. Alors, g de x c'est quoi? G de x c'est 1 sur x plus ln de x moins x. D'accord? Alors, cette fonction, elle est continue. Celle-ci est continue. Celle-ci est continue comme fonction rationnelle ou fonction usuelle même. Celle-ci continue comme fonction polynôme. Celle-ci comme fonction usuelle. Puis g, il est continu comme somme. Alors ça, c'est une somme. On peut l'écrire comme ça. C'est plus moins x. Donc c'est une somme. Alors on dit que la fonction g est continue comme somme de fonctions continues. Donc comment on va poser ça? On va dire comme ça. Alors on a la fonction que x faut correspondre à 1 sur x est continue. Alors sur quel intervalle? Alors sur l'intervalle
est une bijection de 0 plus l'infini. Donc sur, continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors normalement, c'est une fonction rationnelle, continue sur sur son domaine de définition, et par conséquent, il est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini qui est inclus dans son domaine de définition. Alors normalement, la phrase qu'on doit écrire, toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition, et par conséquent, il est continu sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition. Alors la deuxième fonction qui est, on va dire moins x, est continue. Pourquoi? Ici, on n'a pas signalé pourquoi elle est continue. Ici, on peut dire fonction usuelle ou rationnelle. C'est la même chose, puisque les fonctions rationnelles, ce sont usuelles. Ici, elle est continue comme fonction quoi? Usuelle au polynôme. D'accord? Puis la fonction que x faut correspondre à ln de x est continue comme fonction usuelle. La fonction ln, pourquoi elle est continue à votre avis? Car il est dérivable. Car c'est la fonction primitive de la fonction 1 sur x. Et une fonction primitive doit être dérivable, bien sûr. Donc, g est continu comme somme de fonctions continues. D'accord? Donc, on va souligner les mots clés ici. Donc, cette fonction continue, pourquoi? Car c'est une fonction rationnelle. Celle-ci est continue, pourquoi? Car c'est une fonction polynôme. Celle-ci, fonction continue, c'est une fonction usuelle. Et g continue comme somme de fonctions continues. Alors, tous ces mots, 1, 2, 3, 4, doivent être présents dans votre démonstration. Bien. Donc, f est continu. La strictement entendu maintenant. Alors, g, pour démontrer que f est strictement croissante ou strictement décroissante, il faut calculer la dérivée. Donc, g' de x. Alors, g est dérivable. Et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour la même raison. Ici, la continuité, mais on pouvait étudier la dérivabilité sans étudier la continuité, parce que la continuité est résultante de la dérivation. Donc, on peut calculer la dérivée. G', c'est quoi? La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de x, c'est 1. C'est moins 1. Alors, un petit calcul pour rendre au même dénominateur. On va multiplier ici. Le même dénominateur, c'est x au carré. Donc, ici, c'est moins 1. Ici, on multiplie par x, c'est x. Ici, on multiplie par x au carré. D'accord? Donc, ça doit être moins x au carré plus x moins 1 sur x au carré. On va factoriser par moins 1. Ça doit être x au carré moins x plus 1. D'accord? X au carré est positif. Le moins, bien sûr, ici, il est négatif. Mais il reste à étudier le signe de x au carré moins x plus 1. Alors, comment on va étudier le signe? Alors, vous avez deux méthodes. D'ailleurs, cette notion, on l'avait rencontrée la dernière fois. Soit vous utilisez la forme canonique de ce polynôme, soit on utilise delta. Alors, on peut écrire comme ça. Alors, celle-ci, on peut l'écrire sous la forme x moins 1 demi au carré plus, plus 1 moins 1 sur 4. Alors, ça doit être moins x moins 1 demi au carré plus 3 sur 4. Le tout sur x au carré. Alors, si vous développez le calcul, vous allez trouver ça. Et celui-là est positif, avec le moins, il est négatif. Donc, j'ai pris mes négatifs, ça veut dire que notre fonction est strictement décroissante. Alors, deuxième méthode.
deuxième méthode. Alors pour étudier le signe de celui-là, étudions le signe de quoi? Du trinôme x au carré moins x plus 1. Alors soit vous faites comme ça, soit vous utilisez la méthode classique de l'étude de signe en calculant delta. Alors delta c'est quoi? C'est b au carré, c'est moins 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois 1 fois 1. 4 à c, c'est 4. Donc ça doit être moins 3. Moins 3 est négatif. Donc, ça nous donne une idée sur le signe. Alors on va dire delta est négatif et A, c'est quoi A? A c'est 1 qui est positif. Donc delta négatif, A positif, ça veut dire que le trinôme est positif. Alors si delta est négatif, A est négatif, ça veut dire que le trinôme est négatif. Donc, d'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x au carré moins x plus 1 est strictement positif. Pourquoi? Parce que delta est négatif et A est positif. C'est le coefficient dominant. A, c'est le coefficient dominant, qui est le coefficient de x au carré. Alors, conclusion, celui-là est positif. Positif avec le moins, ça devient négatif. Conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x est strictement négatif. Donc, g est strictement décroissante sur intervalle 0 plus l'infini. Donc, on va recoller les morceaux. Voilà notre fonction f qui continue. Bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Pour la deuxième condition, g, voilà, g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, il admet une fonction réciproque. La fonction réciproque existe sous ces deux conditions. C'est simple à dire, continu et strictement monotone. Mais la démonstration doit être détaillée. Attention. Alors vous savez bien qu'une fonction, que si une fonction f définie sur un intervalle i vers un intervalle j, qui est f de i. J, c'est l'image de i par la fonction i. Alors si cette fonction est continue et strictement monotone, il admet une fonction réciproque qui va dans l'autre sens, qu'on appelle f, qu'on note f-1. Alors qui va de j vers i. C'est mutuel. Donc f a pour domaine de définition i, et f-1 a pour domaine de définition j, qui est quoi? Qui est f de i. Et il y a la relation célèbre que vous devez apprendre aussi. On va dire que y, c'est f-1 de x, et x appartient à quoi, à votre avis? À quel intervalle? I ou j? C'est équivalent à dire que x est égal à f de y, et y appartient à quel intervalle? D'ailleurs, c'est un i ou c'est un j? Il y en a uniquement deux. Donc, comment vous allez les séparer? Alors, c'est très simple. Alors, si vous avez ce problème, c'est très simple. Alors, on vient ici. Ça, c'est f de y. F. Quel est le domaine de définition de f? C'est i. Donc, y appartient à i. Ici, y égale f-1. F-1, voilà son domaine de définition, c'est j. Donc, x appartient à j. D'accord? Voilà. Bien. D'ailleurs, il y a d'autres propriétés de la fonction réciproque. La fonction réciproque, c'est comme si la phi légitime de la fonction f. Alors, la fonction f, voilà, il est continu et strictement monotone. Elle s'est mariée et elle a donné cette fille. Elle a donné naissance à cette fille. Donc, cette fille, c'est, comment on l'appelle? On l'appelle f-1. Mais quelles sont ces conditions d'existence de cette petite fille? Il faut que f se marie, bien sûr. Donc,
il y a ce qu'on appelle de l'hérédité. Alors, vous connaissez ce qu'on appelle l'hérédité. Cette fille, toutes ses propriétés, tout son caractère, ses caractères, il va les prendre de f. Alors, f-1, f est continu, donc f-1 est continu. C'est par hérédité. F, ici dans ce cas, est strictement décroissante, donc f-1, alors c'était g, hein? Alors je parle généralement. Alors si f est strictement décroissante, alors f-1 est aussi strictement décroissante. Si f est strictement croissante, f-1, sa fille, elle est aussi strictement décroissante. Bien. Alors concernant maintenant la courbe. La courbe. Les deux courbes, CF et CF-1, alors ça c'est la droite, c'est la première bisectrice, comme ça, et sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale x. Voilà. Donc, toutes les propriétés de f-1, elle va les prendre de f. Et il y a un lien. Il y a un lien. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire un lien entre une naissance, une petite fille ou là, un petit garçon et sa mère? C'est celui-là. Voilà le lien qui existe. Le placenta. Bien. Alors, il nous reste quoi? À déterminer J. I, c'était quoi I? C'est le domaine de définition de F. C'était l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Alors, J, c'est quoi? C'est F de I. Et F de I, c'est quoi? C'est F de l'intervalle, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Et voilà une notion aussi que vous avez fait au début de l'année, c'est la notion d'image de l'intervalle. Notre fonction est continue, donc. Alors, l'image de cet intervalle, puisque la fonction est décroissante, vous voyez bien que l'intervalle ici, il est ouvert. Ouvert. Donc, notre intervalle aussi, ça doit être ouvert. Puisque la fonction est décroissante, donc la limite de l'image de l'intervalle, ce sont des limites. C'est la limite de f en plus l'infini. Ici, la limite de f en 0 plus. Donc, je pense que c'est g, c'est la fonction g. Il ne faut pas mélanger les notations. Donc, ici, c'est la limite de g. Ici aussi, c'est la limite de g. D'accord? Donc, attention, lorsque la fonction est décroissante, on inverse les bornes. Hein? Alors, si g était croissante, on va écrire ici la limite ici. La limite, cette limite vient ici, celle-ci vient là. Donc, ça doit être quoi? La limite en plus l'infini, on l'avait calculé, c'était moins l'infini. Et la limite en 0 plus, limite de g en 0 plus, ça doit être la limite de quoi? C'était 1 sur x, je pense, moins ln x, moins x, en 0 plus. Alors celle-ci c'est plus l'infini, celle-ci c'est quoi? Moins l'infini, avec le moins ça devient plus l'infini. La limite de x c'est 0, donc la limite c'est plus l'infini. Donc je vais coller ici plus l'infini. Et plus l'infini c'est r. Donc, g est défini de r, c'est g-1. G est défini de r vers quoi? Vers l'intervalle 0 plus l'infini. Alors le domaine de définition de la fonction réciproque g c'est r. Le voilà. Mais pourquoi ici la limite c'est plus l'infini? On va éclaircir un peu. Alors car la limite de 1 sur x en 0 plus, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, je ne vais pas l'écrire, c'est une limite usuelle. Limite de ln de x, je viens de le signaler, c'est moins l'infini, mais avec le moins ça devient plus l'infini. D'accord? Donc plus l'infini, moins 0. La limite de moins x en 0 plus, c'est 0. Voilà. Donc ça, c'était pour la question B. Alors d'ailleurs, concernant les limites, l'image de l'intervalle, alors un petit rappel, quelques rappels. Alors l'image de l'intervalle,
Alors, vous devez les reprendre. Si f est croissante, c'est l'intervalle f de A, f de B. D'accord? Les bornes ne s'inversent pas. Si f, alors ça, si f est croissante. Si elle est décroissante, ça doit être quoi? F de B, f de A. D'accord? Si f est décroissant. Alors, si l'intervalle est fermé, alors s'il est ouvert, on procède par limite. Alors maintenant, comme ça par exemple, alors s'il s'agit, je vais donner uniquement un exemple, A, B, comme ça. Vous voyez bien que l'intervalle il est semi-ouvert entre B. Donc si f est croissante, c'est une croissante, donc ça doit être un intervalle f de A, comme ça, et limite de f en B, mais à gauche. Parce que x est plus petit que B. Donc c'est la limite à gauche. D'accord? Là où la borne, là où l'intervalle est ouvert, on procède par limite. Hein. Bien. Alors ici, la ligne B, alors petit A, petit B, petit C. La question C. Calculer G de 1. Alors G de 1, c'est quoi? G de 1, c'est, alors c'était 1 sur x, n'est-ce pas? 1 sur 1 moins plus ln de 1 moins 1. 1 sur 1, c'est 1. ln de 1, c'est 0, moins 1. 1 moins 1, c'est 0. En déduire que quel que soit x, en déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, g de x, f de x est inférieur ou égal à x. Bien. C'est sur l'intervalle 1 plus infini. Hein. Bien. Alors. D'accord. Alors, on avait démontré que, alors on a démontré que G est strictement décroissante. On a G est strictement décroissante sur 0 plus infini. Alors, 1 plus infini, il est inclus dans l'intervalle 0 plus infini. Donc, il est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. D'accord? Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x bien sûr il est supérieur ou égal à 1, puisqu'il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ça nous donne quoi? Que g de x est inférieur ou égal à g de 1. Alors g de x, normalement ici c'est quoi? X plus grand que 1. Alors fixez bien le sens de l'inégalité. Ici elle s'est inversée, n'est-ce pas? Car la fonction g est strictement décroissante. La fonction décroissante, il inverse l'inégalité. La fonction croissante n'inverse pas l'inégalité. D'ailleurs, la fonction strictement croissante, on l'avait utilisée maintes fois dans le calcul de suites qui sont de la forme un plus 1 égale f de un. Ce sont les suites liées à une fonction. Ça veut dire quoi? Que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, g de x est inférieur ou égal à g de 1. G de 1, c'est 0. On vient de le calculer. Ça veut dire quoi? Que g de x, g de x c'était quoi? C'était f de x moins x. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, en faisant déplacer le moins x, ça devient inférieur ou égal à x. Et ce qui est demandé. La question D,
On note G-1, la fonction réciproque de G, montrer que G-1 est dérivable en 0. Alors, on a... Alors, je vais faire un petit rappel ici. Je vais faire un petit rappel. Alors, cette question est classique. Elle a fait sujet de plusieurs épreuves en bac. Donc, un petit rappel. D'accord? Alors, quand est-ce qu'une fonction réciproque, on dit que G, on a tout d'abord G de A est égal à B par exemple. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G-1 de B est égal à A, en utilisant la relation que j'ai écrite. Alors, G-1 est dérivable en B si et seulement si. Alors, la conclusion, il est sur G-1, mais les conditions, c'est sur G. Alors, si G est dérivable en A et G' de A est différent de 0. Alors, voilà les deux conditions qu'on doit faire pour montrer que G-1 est dérivable en B. Et B, c'est quoi? B, c'est G de A. D'accord? En B qui est égal à G de A. D'accord? Donc, on revient. G- est dérivable en B qui est G de A. Si seulement si quand est-ce que G est dérivable en A et G' de A est différent de 0. Ici, A, c'est quoi? C'est 1. Alors, A est égal à 1. D'accord? G de A, c'est quoi? G de A, c'est G de 1. Et G de 1 est égal à 0. Donc, le A, c'est 1. Et le B, c'est 0. Puisque le B, c'est quoi? C'est G de A. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, revenez à la question. Alors, G-1 est dérivable en 0. Alors, pour montrer que G-1 est dérivable en 0, qui est G de 1, qu'est-ce qu'il faut montrer? Que G est dérivable en 1. En 1. Alors, G est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. On l'avait montré, on l'avait signalé avant. 1 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, G est dérivable en 1. D'accord? En A égale 1. Voilà, donc celle-ci. Elle est faite. G' de 1. Alors, G' de 1. Alors, c'était quoi G'? Alors, G' de x, c'était quoi? Alors, je pense que c'était moins facteur de x au carré moins x plus 1 sur x au carré. Donc, on remplace x par 1. 1 moins 1, c'est 0. Ça donne moins 1. Sur 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est moins 1. Et moins 1, bien sûr, c'est différent de 0. Donc, on a rassemblé les conditions. Voilà. G est dérivable en 1. Et G' de 1 est différent de 0. Donc, sous ces deux conditions, donc, G-1, bien, elle vient maintenant, la princesse vient. Alors, G-1 est dérivable en quoi? En G de 1. G de 1 qui est 0. Et, alors ici, c'est la condition d'élevabilité de G-1 en B, qui est G de A. Alors, si ces deux conditions sont satisfaites, alors on peut dire que G-1 de B, qui est quoi? Qui est G-1 de G de A, comme ça,
Alors c'est mieux de l'écrire comme ça, de la retenir comme ça. Donc ici on cherche la dérivée. C'est g moins 1 prime, g moins 1 moins prime, comme ça. C'est 1 sur g prime de a. D'accord? C'est une formule. Donc je répète, si g est dérivable en a, et g prime de a est différent de 0, alors g moins 1 est dérivable en g de a, et sa dérivée, c'est quoi? G moins 1 prime de g de a, c'est 1 sur g prime de a. Donc, g moins 1 est dérivable en 0 et en a. Donc, g moins 1 prime de 0, c'est ce qui est demandé, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, la plus simple des méthodes, pour ne pas se tromper, il faut écrire comme ça. Alors, c'est g moins 1 prime de 0, c'est quoi? C'est g de 1, n'est-ce pas? C'est g de 1. Et vous appliquez cette formule. C'est 1 sur g prime de 1. À la place de a, c'est 1. C'est 1 sur g prime de 1, c'est moins 1. Donc, est égal à moins 1. Donc, g moins 1 prime de 0, c'est moins 1. Alors, vous voyez bien qu'on peut, la force de cette propriété, c'est que on peut calculer la dérivée de la fonction réciproque en un point sans avoir recours à la formule de dérivation, en utilisant cette formule, ce passage-là. Voilà, donc ce problème est terminé. Donc, souvenez-vous bien de ces formules. D'ailleurs, je vais insister dans la séance prochaine sur ces formules-là pour les bien fixer. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Alors, essayez de trouver la deuxième partie du deuxième document. Le grand 2, question. Alors, la deuxième question. H de x, c'est quoi h de x? H de x est égal à ln exponentielle 2x moins 4 exponentielle de x. Alors, j'ai écarté la première question, c'est facile, mais je vais revenir la séance prochaine. Je veux réserver cette séance à la révision de la fonction réciproque. Hein. Je vais fixer la fonction réciproque. Alors, notre fonction, on va montrer que h admet une fonction réciproque h-1 et que h-1 il est défini sur R. Bien. Alors, d'ailleurs, ici, notre fonction h est définie sur l'intervalle. Alors, d de h, c'est quoi? Donc, c'est l'intervalle ln de 4 plus l'infini. D'accord? Bien. Alors, petit a. Alors, montrer que f admet une fonction réciproque. Alors, montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle donné. 3 étapes. Il faut montrer que f est continu. H ici, dans ce cas c'est h. Il faut montrer que h est continu sur l'intervalle ln4 plus infini. Il faut montrer qu'il est strictement monotone. On va voir s'il est strictement décroissant ou croissant. Puis il faut trouver l'image de l'intervalle. Bien. Donc, petit a. Alors, pourquoi notre fonction est continue? Alors, vous voyez que notre fonction est sur la forme ln de u de x. C'est une fonction composée. Donc, comment on montre que cette fonction est continue? Il suffit de montrer, il suffit de prendre la fonction u, qui est à l'intérieur. Alors, notre fonction est comme ça. C'est ln de u de x. D'accord? Nous, on va se préoccuper uniquement de u. Puisque ce sont deux fonctions composées. La fonction ln, elle est connue, elle est continue, elle est dérivable et continue, ainsi de suite. Il faut fixer uniquement u. Il faut montrer que u est continu et strictement positive. Deux conditions. Donc, pour montrer que ln de u est continu, il faut montrer que u est continu et strictement positive. Bien. U, c'est quoi? U de x, c'est exponentielle 2x moins 4 exponentielle x. Alors, c'est la somme de deux fonctions continues. Alors, je vous laisse l'initiative de faire.
Alors vous allez dire que la fonction x correspond à l'exponentielle de x, c'est facile, il est continu. La fonction x correspond à l'exponentielle de x est continue. Et la fonction h est continue comme somme de fonctions continues. Donc il faut l'écrire. Hein? Bien. Donc u est continu sur l'intervalle i. Alors celui-là, je vais l'appeler intervalle i pour simplifier l'écriture. Est-ce qu'elle est positive? Et on a. Alors d'ailleurs, ce n'était pas strictement positif, il ne fallait pas l'écrire ici. C'est le domaine de définition, mais il faut le signaler. Alors il faut dire que x est plus grand que ln de 4. Ça veut dire que 2x alors, est plus grand que 2 ln de 4. Ça veut dire que exponentielle 2x est plus grand que exponentielle 2 ln 4. Ça veut dire que 2 exponentielle 2x est plus grand que 2 ln 4, c'est ln de 16, exponentielle ln de 16, c'est 16. Et on peut démontrer facilement que 4 ln de x est plus grand que 16 aussi. Donc en faisant... Bon. Oui. Donc on va procéder autrement. J'ai dit ici plus grand que 16. Bien. Mais on peut, ici pour montrer qu'elle est positive, on peut ici, on peut factoriser par exponentielle x. D'accord? Exponentielle x, ça doit être exponentielle x moins 4. D'accord? Alors ce exponentiel est positif. Et on peut démontrer facilement que celui-là est positif. Alors, il est strictement positif car x est plus grand que ln 4. Comme j'ai fait ici, exponentielle x est plus grand que 4. D'où exponentielle x moins 4 est strictement positif. Donc celui-là est positif, donc h de x est positif. Donc on rassemble, on colle les morceaux, voilà, u est continu, voilà, et c'est pas u, oui c'est u, donc ça c'est u, hein. U de x. Et voilà, u de x est positif. D'accord? Alors ces deux conditions, ce sont deux conditions pour que h soit continu. Donc, h est continu sur i, sur l'intervalle i. Donc souvenez-vous bien que ln de u est continu, on se préoccupe uniquement de la fonction qui est à l'intérieur. Il faut montrer qu'il est continu et positif. Bien. Voilà. Donc notre fonction est continue. Il faut montrer qu'il est strictement monotone. Bien. Alors, h' de x, c'est la dérivée de h de exponentielle de x moins 4 exponentielle x. Dérivée. Alors souvenez-vous bien que la dérivée de ln de u, c'est quoi? C'est quoi la dérivée de ln de u? Hein? C'est u' de u sur u, la dérivée logarithmique. U, c'est celle-ci. Donc c'est exponentielle de x moins 4 exponentielle x prime sur exponentielle de 2x moins 4 exponentielle x. Alors ce terme est positif, on vient de montrer qu'il est positif. Hein? Alors la dérivée, c'est quoi? La dérivée exponentielle ax, c'est quoi? La dérivée exponentielle ax, c'est a exponentielle ax. D'accord? Donc ici, c'est 2 exponentielle 2x moins 4. La dérivée exponentielle x, c'est exponentielle x sur exponentielle 2x moins 4 exponentielle x. On factorise par 2 exponentielle x, ça reste ici, exponentielle x moins 2 sur exponentielle de 2x moins 4 exponentielle x. Alors celui-là, il est positif, on vient de le montrer. 2 exponentielle x, 2 positif, exponentielle x toujours positif, quel que soit x appartenant à R, même. Et celui-là, on va étudier son signe. On a
x est plus grand que ln de 4, c'est le domaine de définition de h, d'accord? Bien, lorsqu'on passe à l'exponentielle, donc exponentielle x est supérieur à exponentielle ln de 4. Et exponentielle n de 4, c'est 4. Donc exponentielle de x est supérieure à 4. D'accord? Bien. Nous, on a exponentielle de x moins 2. Donc, on va retrancher des deux membres. Exponentielle x moins 2 est supérieure à 4 moins 2. 4 moins 2, c'est 2. Et 2, il est strictement positif. Donc, en fin de compte, celui-là est positif. Celui-là est positif. Celui-là est positif. Donc, h' de x est supérieur strictement à 0. D'où h est strictement croissant sur l'intervalle i. Voilà la deuxième question, la deuxième condition. D'accord? Donc notre fonction continue. Voilà la démonstration. Elle est strictement monotone. Donc h admet une fonction réciproque. Donc h admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j. C'est la troisième condition, oui. Il faut déterminer j. Et j, c'est quoi? C'est f de i. Donc ce sont des choses qui se répètent. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc h admet une fonction réciproque, donc c'est h, oui, une fonction réciproque h-1 définie sur un intervalle j qui est égal à f de i. Et i, c'est quoi? Alors c'est l'intervalle ln de 4 plus infini. C'est ça. On a donc une occasion de réviser ce genre d'intervalle. Donc, ici il est ouvert, donc on doit calculer la limite. Hein, la limite de h en ln de 4 plus, quand x est plus grand que ln de 4. Donc l'intervalle ici il est ouvert, donc son image doit être ouverte. Bien, donc la limite de h, quand h tend vers ln de 4 plus, alors c'est la limite de quoi? De ln de exponentielle 2x moins 4 exponentielle de x en ln de 4 plus. Voilà. Donc pour calculer la limite de ln de u, il faut calculer la limite de u. Donc d'ailleurs ici, un petit rappel sur les limites des fonctions composées. Alors, comme on l'avait fait pour la fonction exponentielle, alors si la limite de u, quand x tend vers n'importe quoi, c'est 0 plus, alors limite de ln de u est égale à moins l'infini. D'accord? Donc, c'est la limite de la fonction qui existe à l'intérieur qui va guider la fonction tout entière. Donc, on ne va pas se préoccuper de ln, uniquement de u, comme on avait fait avant. Alors, si limite de u est égale à plus l'infini, alors la limite de ln de u, c'est aussi plus l'infini. Donc, ce cas, il est simple, mais celui-là, attention, faites attention à celui-là. Alors, si limite de u est égale à a, et a est strictement positif, alors la limite de ln de u est égale à ln de a. D'accord? Bien. Donc c'est notre fonction u, c'est celle-ci. Donc on va calculer la limite de celle-ci. Alors limite, alors on a limite de exponentielle 2x moins 4 exponentielle x quand x tend vers ln 4 plus. Alors pour faciliter les choses, je vais factoriser par lnx. Pas exponentielle x, pardon, donc lnx moins 4 en ln4 plus. Alors la limite de celle-ci c'est quoi? C'est 4, puisque c'est exponentielle ln4 c'est 4, et ici exponentielle ln4 c'est 4,
moins 4, ça doit être 0. Mais c'est un 0 plus. Pourquoi? Car exponentielle x est positif. Exponentielle est toujours positive. Et, puisque x est supérieur à ln4, puisque x tend vers ln4 plus, donc x est supérieur à ln4, ça veut dire quoi? Que exponentielle x est plus grand que 4, ça veut dire que exponentielle x moins 4 est strictement positif. Donc cette fonction est positive, celle-ci est positive, comme on vient de le montrer. Donc notre fonction positive est tend vers 0, donc il va tendre vers 0 plus. Donc puisque celle-ci tend vers 0 plus, donc ln de y tend vers moins l'infini. Donc, limite de h de x en ln de 4 plus est égal à moins l'infini. D'accord? Ici, la limite en plus l'infini, c'est simple. Voilà, en faisant une factorisation simple comme celle-ci, la limite de exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de exponentielle x, c'est plus l'infini, fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Le moins 4, il est négligeable. Donc, oui, cet intervalle, il est là. Donc, alors on va dire a limite de h en plus l'infini égale plus l'infini. Vous devez le faire, c'est facile, mais pour vous, vous devez le faire. Hein? Donc l'image de l'intervalle ici, c'est quoi? Alors vous avez eu aujourd'hui l'occasion de traiter une fonction décroissante concernant l'image de l'intervalle, le cas d'une fonction strictement décroissante avant, et maintenant c'est le cas d'une fonction strictement croissante, pardon. Donc, h de i qui est j. H de i, c'est quoi? Alors, la limite, ici, c'est quoi? C'est moins l'infini. Ici, on peut démontrer facilement que c'est plus l'infini, et c'est r. D'accord? Donc, notre fonction h admet une fonction réciproque qui est définie sur r. Bien. Alors, la question petit b, calculer h de ln5. Alors, h de ln de 5. Alors, h c'est quoi? C'est h de... Oui, c'est h de... Non, c'est ln. C'est ln de l'exponentielle de... Donc ici, c'était 2 ln de... On remplace x par 5. ln de 5. Alors, souvenez-vous bien que h de x, c'est quoi? H de x, je vais l'écrire ici. C'est ln de exponentielle 2x moins 4 exponentielle x. Comme ça. Donc, h de ln de 5, c'est exponentielle 2 ln de 5 moins 4 exponentielle ln de 5. D'accord? Donc, ça doit être quoi? On peut faire monter le 2 ici, ça doit être exponentielle ln de 5 au carré, c'est 25. Ici, moins 4, exponentielle ln de 5, c'est 5. Alors, exponentielle ln de 25, c'est 25. 4 fois 5, c'est 20. 25 moins 20, c'est 5. Donc, h de ln de 5, c'est ln de 5. Très bien. Puis, on va calculer h' moins 1. Alors, h' moins 1. Alors ça, c'est la question qu'on avait traitée avant. Alors je rappelle que h-1' de h de a, il faut la prendre toujours comme ça, et il faut l'adapter avec les données. C'est 1 sur h' de a. D'accord? Bien. Donc, avant d'écrire... Alors, déterminer ici ils n'ont pas... C'est pas comme la première question qu'on avait traitée. Ils n'ont pas demandé que de montrer que h-1 est dérivable en ln de 5. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Ne traitez pas les questions qui ne sont pas demandées. Parce que, pour démontrer que h-1 est dérivable en ln de 5, alors vous savez là la méthode. Il faut montrer que h, les conditions sont sur h. Il faut montrer que h est dérivable en ln de 5, qui est... Voilà. H de ln de 5, c'est ln de 5, c'est le même nombre. Il faut démontrer que h est dérivable en ln de 5.
et que h' de ln de 5 est différent de 0. Donc h' de ln, on va l'écrire comme ça, c'est h moins 1 prime de h de ln de 5. Comme ça. D'accord? ln de 5, c'est h de ln de 5. Voilà, h de ln de 5, c'est ln de 5. La formule, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est 1 sur h' de a. Voilà le a. C'est ln de 5. Ici, par coïncidence, ce sont égaux. H', c'était quoi H'? Alors, je vais effacer cette dernière ligne pour rappeler la fonction dérivée. Bien. Voilà. Alors, rappelons que h' de x c'était quoi? Donc, c'était quelque chose sur exponentielle de x moins 4 exponentielle x. Ici, c'est la dérivée de celle-ci. C'est 2 exponentielle de 2x moins 4 exponentielle x. D'accord? Alors, il suffit de remplacer, donc h' de ln de 5, ça doit être. Alors, ici, on vient de calculer. Alors, c'est celui-là, h de. Non. Donc, c'est. On commence par celle-ci, c'est pas un problème. Donc, c'est 2. Ici, exponentielle de ln de 5 moins 4 exponentielle ln de 5. Ici, c'est exponentielle de ln de 5 moins 4 exponentielle ln de 5. Donc, ça doit être quoi? Ici, c'est 25. Fois 2, c'est 50. Exponentielle ln 25. Puisque le 2 va sauter ici, ça doit être 5 au carré. Exponentielle ln 25, c'est 25. Fois 2, c'est 50. Moins 4 fois 5, c'est 20. Ici, ça doit être 25. 25 moins 20. 50 moins 20, c'est 10. C'est 30. 30 sur 25 moins 20, c'est 5. Ça doit être 6. Donc, h moins 1 prime de ln de 5 est égal à 1 sur 6. Et voilà. وأخيرا لا تنسى التسجيل في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك الجديد.